Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Marie-Hélène Baquet, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, professeur d'études urbaines à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et vous venez de publier Retour à Roissy aux éditions du Seuil avec le photographe André Mérian. Vous avez parcouru un voyage surprenant, sac à dos, en suivant la ligne B du RER. D'abord, pourquoi la ligne B du RER, ou plutôt pourquoi justement ces villes qui entourent la ligne B du RER, qu'est-ce qu'elle raconte cette ligne finalement? D'abord, on a voulu revenir sur le voyage qu'avait fait François Maspero il y a France. presque 30 ans, donc c'était notre point de départ. J'avoue que j'avais réfléchi à la possibilité de faire la ligne D, par exemple, en me disant bon, on va prendre une autre ligne, mais la ligne B est quand même emblématique parce qu'elle va de Roissy jusqu'à la banlieue sud. Et la ligne de la banlieue sud est une ligne beaucoup plus ancienne, donc qui desservit Sceaux et toutes les petites villes de la vallée de Chevreuse. Donc cette ligne, c'est un peu une coupe à travers la banlieue parisienne, du nord-ouest au sud-ouest, qui raconte quand même beaucoup les inégalités socio-spatiales de la métropole. Vous le dites, vous revenez sur les pas de François Maspero, mais finalement c'était quoi pour vous l'objectif à l'origine? Vous êtes parti sur cette route en vous disant quoi? On va déconstruire les clichés aussi sur les communes qui traversent cette ligne? Oui, l'idée c'était de déconstruire les clichés. Effectivement, au moment où on commence à parler beaucoup du Grand Paris, où les images de la banlieue, notamment de la banlieue nord, sont devenues très caricaturales, c'est l'islam, la violence faite aux femmes. Voilà, ce sont les images qu'on a de la banlieue nord. J'avais envie de montrer une autre réalité. Et en revenant sur le voyage de Maspero, je me suis rappelé, parce que c'est une lecture que j'avais faite il y a quand même quelques années, que lui aussi avait envie de déconstruire les images de la banlieue et de sortir du petit carcan du périphérique pour aller voir ce qu'il appelle la vraie vie au-delà du périphérique. Et donc on est parti dans la même perspective avec aussi une envie d'ouverture, de découverte, en se laissant aller au gré d'un voyage. Donc ça n'est pas un travail de sociologue, c'est un récit de voyage. Un mot sur les mots, la banlieue, les quartiers populaires. C'est quoi d'ailleurs les quartiers populaires pour vous, Marie-Hélène Baquet? Les quartiers populaires sont des quartiers où habitent les classes populaires, donc prises au sens le plus simple, des classes qui sont en bas de l'échelle sociale, qui sont aujourd'hui très diverses. D'ailleurs, on dit les classes populaires, qui en région parisienne sont aussi des classes populaires et d'immigration, bien souvent. Donc les quartiers populaires, ce sont des quartiers très divers, qui ne sont pas seulement les quartiers de grands ensembles, comme on les perçoit souvent, mais qui peuvent être aussi des quartiers pavillonnaires, qui peuvent être des quartiers de centre-ville, mais qui sont donc les quartiers où habitent encore les classes populaires. Votre voyage a lieu en mai 2017 entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les habitants de ces villes que vous avez traversées? On sait que dans ces quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est là où le taux de participation est le plus faible. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là, juste après l'élection d'Emmanuel Macron finalement? C'était étonnant parce que l'élection était très présente. Par les affiches, par quelques commentaires, mais en même temps, finalement, les gens n'en parlaient pas tellement. Ils parlaient peu des élections législatives. On sentait même parfois une forme si ce n'est pas de désintérêt, mais de détachement, en disant finalement c'est pas vraiment notre affaire, une espèce de découragement politique, plutôt que et non de désintérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a senti très fort, mais on rencontre aussi dans notre voyage plusieurs jeunes de ces quartiers populaires qui sont des jeunes qui sont rentrés en politique, qui sont rentrés par le biais associatif, qui sont parfois élus municipaux, donc qui s'intéressent à la politique sans forcément se reconnaître dans le jeu partidaire. Il y a un passage du livre qui m'a un peu étonné, enfin en tout cas qui m'a surpris. Vous rencontrez un jeune homme noir, jean, basket, sweat à capuche et qui distribue des tracts pour un candidat de la République En Marche, et vous vous adressez à lui en lui demandant s'il est membre de la République En Marche, et il vous répond que non, c'est pour rendre service, pour obtenir de l'aide et peut-être même un logement. Qu'est-ce que ça dit du rapport entre élus et habitants? Ça dit très clairement une forme de clientélisme.
C'est-à-dire que ce jeune, voilà, il est sans doute pas payé, mais on lui a promis des choses si l'équipe Macron était élue à la municipalité. Et voilà, donc il distribue des tracts parce qu'il pense simplement qu'il va y gagner quelque chose. Et ça nous dit aussi que la politique est aussi un marché, ce qu'avait très bien montré Pierre Bourdieu. Ça n'est pas qu'un marché, mais c'est aussi un marché dans lequel on peut monnayer eh bien, sa participation, sa représentativité, et ça joue aussi beaucoup comme ça dans les villes de banlieue comme ailleurs. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'au-delà de la déconstruction même des clichés, vous y découvrez, alors peut-être que vous y découvrez pas, mais en tout cas vous révélez une activité, une diversité qui est sans doute largement ignorée. Je pense notamment à cet hôtel à Bourg-la-Reine où vous séjournez pendant 2 jours, mais aussi à l'agriculteur chinois, aux agriculteurs chinois que vous rencontrez. Je pense à ce monsieur Xiao, apiculteur, qui a lu François Mitterrand. C'est tout ça aussi, en fait, c'est une diversité que vous rencontrez. Oui, c'est une richesse extraordinaire. Alors que je percevais, mais je n'avais pas senti à quel point elle est ancrée dans le territoire et à quel point cette métropole parisienne est une mosaïque et non pas, comme on a pu l'entendre récemment, notamment avec des gilets jaunes, il n'y a pas une opposition entre le périurbain et la première couronne. On a une mosaïque et tout ça tient ensemble finalement. Et dans cette mosaïque, il y a une diversité d'origines très importante. Il y a aussi les Sikhs, il y a effectivement les Chinois et les cultures chinoises qu'on trouve à côté de Roissy. Donc c'est ce que j'ai appelé une mondialisation par le bas. L'expression n'est pas de moi, mais une mondialisation qui est très présente dans ces territoires et qui les fait vivre et qui est aussi celle, entre guillemets, des petites gens, celle des classes populaires. Quelle était votre méthode justement pour aller à la rencontre des habitants ? Vous alliez spontanément vers les habitants, ils venaient vers vous, il y a eu des rencontres d'ailleurs de gens qui venaient vers vous aussi directement ? Notre rencontre, notre méthode, c'est la méthode de voyageurs, tout simplement, qui à un moment donné s'arrêtent, vont s'asseoir dans un bar, écouter une conversation, discuter avec le patron, aller dans un hôtel et voilà, discuter avec une serveuse. Tout n'était pas tracé d'ailleurs, il y a une troisième personne qui intervient dans le livre aussi et qui vous suggère parfois d'aller voir une église orthodoxe ou, enfin pas une église orthodoxe mais une église, je pense à l'église du Blanc-Ménil. Du Blanc-Ménil, oui, dont elle a vu un papier. Ouais. Et donc effectivement, il y avait des conseils que nous avaient donnés des amis, mais on n'avait rien programmé à l'avance parce que voilà, je voulais pas partir avec un programme. Quand je pars en voyage, je pars rarement avec un programme, mais avec des envies. Donc on avait des numéros de téléphone, éventuellement des personnes que j'avais appelées avant en leur disant voilà, est-ce que pendant le voyage on peut t'appeler, est-ce que tu seras disponible. Donc le voyage s'est construit comme ça, avec aussi des gens qu'on avait envie de voir et que du coup on n'a pas pu rencontrer. Donc c'était vraiment l'idée de laisser aller le rythme du voyage et le rythme des rencontres, ce qui fait que c'est pas un ouvrage qui se veut exhaustif, qui se veut représentatif de tout, mais c'est le résultat d'un voyage. La place de la culture est aussi très présente dans le livre. Et vous citez Jean-Luc Godard, Luc Besson, passant par NTM, Dadier Deninx, Rachid Santaki, Grand Corps Malade. Vous-même, vous pensez parfois d'ailleurs à Depardon ou à Leclésio. Les références culturelles sont donc nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de ces que cette banlieue, elle est traversée de culture. C'est un lieu ce sont des lieux de culture. Alors d'abord d'auteurs comme Deninx, Santaki, qui viennent de ces territoires et qui ont produit souvent des œuvres et qui continuent à produire des œuvres très importantes. Quel est aussi le sujet d'un certain nombre de romans, de films. Il y a toute une filmographie sur la banlieue qui est de plus en plus importante. Et donc c'est aussi cette accumulation qui me semble importante parce qu'un territoire, si je reprends une formule de Marcel Roncaillot, c'est du temps cristallisé. Et ce temps cristallisé, c'est aussi de la culture, c'est aussi des écrits, c'est aussi des images. Et donc forcément, quand on traverse la banlieue, on a toute une série d'imaginaires qui réagissent, qui réapparaissent à certains moments. Quand on est quand je suis à La Courneuve,
Moi, je pense, parce que voilà, c'est ma génération et c'est ma culture, je pense forcément à Jean-Luc Godard, deux ou trois choses que je sais d'elle. Quand je suis à Drancy, il y a aussi des images qui fortes, qui remontent, qui sont celles de l'Ecclésio dans un autre lieu. Donc je pense qu'on ne peut pas penser la banlieue, mais comme on ne peut pas penser la ville, sans penser en même temps à ces références culturelles. Le livre se termine sur le sud de la ligne du RER B. Vous citez notamment François Maspero, dont vous avez suivi les traces, vous l'avez dit. C'est comme si le soleil était plus vif, la nature plus riante et l'air plus léger. Fini la plaine sans perspective et presque sans paysage. Ici, la banlieue ondule et verdoie. Qu'est-ce que vous en dites de cette réalité-là ? Eh bien, quand j'avais lu Maspero, je m'étais dit, bon, franchement, il exagère. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue sud. Et en fait, j'ai eu exactement la même réaction, et André Mérian a eu la même réaction. Quand on a traversé Paris et qu'on s'est retrouvé dans la banlieue sud, on était dans un autre monde. Et c'est assez étonnant parce qu'en même temps, comme je l'écris, la banlieue sud, c'est aussi une banlieue qui a des cités HLM. On arrive à Bagneux, par exemple, voilà, où on loge tout près d'un grand ensemble. Il y a aussi un aéroport, l'aéroport d'Orly. Il y a aussi des entreprises. Mais on est dans une autre géographie, qui est une géographie où il y a du relief. Et ce n'est pas anodin dans la perception qu'on peut avoir de la ville. Et puis on est surtout dans une banlieue qui s'est beaucoup gentrifiée, donc avec des villes comme Antony, par exemple, qui ont été pour partie des villes ouvrières et qui sont aujourd'hui des villes très, très embourgeoisées, et donc où les rapports sociaux, d'une certaine façon, sont beaucoup plus clivés qu'ils ne peuvent l'être dans la banlieue nord. Vous parlez dans le livre de banlieue de contraste. L'architecture, l'urbanisme, justement, tout au long de ce voyage, du nord au sud, mais du sud au nord aussi, justement, qu'est-ce qu'elle raconte, ces architectures, cet urbanisme ? Alors, elle raconte d'abord, notamment dans le nord, des utopies urbaines très fortes, qui ont été les utopies urbaines portées notamment par les municipalités communistes. Voilà, on est à Blanc-Ménil, il y a tout l'héritage d'André Lursa, qui est un architecte qui a beaucoup travaillé pour les municipalités communistes, pas seulement, c'est aussi le territoire où l'AEA a beaucoup construit, c'est aussi le territoire des grands ensembles, où dans la construction des grands ensembles, il y avait, mais pas toujours, des utopies urbaines, il y avait aussi quelquefois juste la rationalisation. Donc ça raconte ces utopies, ça raconte aussi des transformations majeures aujourd'hui, qui sont la rénovation urbaine, qu'on retrouve sur l'ensemble de notre territoire, du nord au sud, avec la même architecture partout, une architecture répétitive. Et puis cette île de Grand Paris qui est présent partout, qui est présent tout en n'étant pas là, c'est-à-dire qu'on a partout des panneaux d'affichage, notamment à la sortie des futures gares qui annoncent des opérations immobilières. Et là, on a une architecture qui est aussi la même partout, qui est une architecture de promoteur, donc soit une architecture avec le même vocabulaire moderne, soit une espèce de faux haussmannien de mauvaise qualité. On est en train d'uniformiser On est en train d'uniformiser, voilà. Et finalement, de la même façon qu'il y a eu l'haussmannisation à un moment donné, ensuite la construction des grands ensembles, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec le Grand Paris, avec l'arrivée aussi, avec des JO, il y a une forme d'uniformisation architecturale qui est en train de se jouer. Justement, c'est ma dernière question, Marine Baquet. On parle des JO de 2024, le Grand Paris, le projet de Charles de Gaulle Express aussi, qui fait aussi beaucoup couler d'encre justement par rapport au fait que la ligne du RER B, par exemple, mériterait beaucoup d'investissements. Ce sont des opportunités ou plutôt ça vous inquiète justement ? Les deux, parce que Grand Paris Express, indéniablement, ça va désenclaver des territoires, comme le territoire d'une ville comme Clichy-sous-Bois, dans laquelle on ne va pas, parce que notamment le tram-train qui aurait pu nous y conduire n'est pas réalisé. Il va y avoir du désenclavement, mais dans notre parcours, on a senti en permanence cette inquiétude des habitants et un regard très ambivalent, c'est-à-dire en même temps une attente et puis le sentiment que le Grand Paris qui se construit, il n'est pas pour eux. Et il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de regarder justement ces panneaux qui vendent des opérations immobilières pour les classes moyennes, pour les classes supérieures. Donc les habitants de ces villes savent bien que ces nouveaux immeubles ne seront pas pour eux. Donc pour qui sera ce Grand Paris et
quelle est la métropole de demain qu'on veut construire, c'est toute la question, sans compter aussi la question du rapport à l'agriculture, du rapport à la campagne, avec des grands projets faramineux comme celui du triangle de Gonesse, qui connaissent des mobilisations très, très importantes. Et donc là, il y a vraiment un enjeu pour savoir quelle est la métropole qu'on veut construire. Est-ce que c'est une métropole durable, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que c'est une ville qui va vers la transition urbaine et qui inclut un certain nombre de réflexions écologiques et sociales? Ou est-ce que c'est encore une métropole de la compétitivité? Et je crois que c'est toute la question. Merci beaucoup Marie-Hélène Baquet. Retour à Roissy, un voyage sur le RERB, c'est aux éditions du Seuil. Merci à vous. Très beau livre.